Ok, bon, on va y aller. Écoutez, je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux hein, pour cette nouvelle année 2021 et j'espère qu'elle sera forcément meilleure que la précédente. Je me présente, donc je suis Emmanuel Dunouvion, je suis salarié de la société Latécoère et j'ai été mis à disposition chez Aerospace Valley depuis décembre 2019 au sein du service développement des PME ETI sur spécifiquement le domaine des matériaux et procédés. Alors, je fais partie des animateurs de cet écosystème d'excellence SMP et l'ancien DAS, qui était l'ancien DAS AMP pour ceux qui l'ont connu. Alors pour pas perdre le contact avec vous, nos membres, et ni entre les membres, et dans ce contexte un peu toujours particulier, Aerospace donc Valais vous propose toujours de continuer le principe du café techno qu'on a initié l'année dernière. Et alors le café techno, c'est quoi? C'est l'occasion de se retrouver régulièrement entre membres dans un cadre informel et de vous proposer une heure de webinaire donc pour prendre connaissance et vous enrichir votre expertise d'innovation sur des produits ou des procédés parmi nos 5 écosystèmes d'excellence. Alors sachez que ce café techno, il est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube du pôle d'ici 48 heures, plus ou moins. Et vous pouvez retrouver le lien sur l'invitation qui vous a été envoyée, mais on vous renverra également les liens de ce YouTube, du replay et des supports de présentation qui, eux, seront disponibles sur notre plateforme collaborative Connect dans la communauté E2SMP qui est dédiée uniquement aux membres Aerospace Valley. Alors je remercie Jennifer et Tiffaine du pôle du service communication qui ont permis l'organisation de ce café techno. Donc aujourd'hui, on a choisi de mettre en face à face deux technos, le cold spray, donc une technologie de métallisation à froid qui consiste à projeter des poudres métalliques à très grande vitesse, et l'impression DED pour Directed Energy Deposition en anglais, et une technologie de dépôt sous énergie thermique concentrée pour fusionner des matériaux en les fondant au fur et à mesure qu'ils sont déposés. Donc on va commencer par le cold spray. Ça a été développé au milieu des années 80 et il commence désormais à pénétrer le monde industriel. Donc les deux premiers sites industriels français ont été Dassault Argenteuil et Malard à Saint-Antoine-la-Forêt. Et on commence à voir des installations à se spécialiser, comme par exemple Cometa Technologies à Bayonne. Mais aujourd'hui, c'est Pierre Farge, le responsable commercial du CRIT TJFU à Bar-le-Duc, et Guillaume Ezeo, chef de projet au laboratoire ICAR CM2T à Moncel-Lunéville, qui vont nous présenter ce principe. Ensuite, on abordera les spécificités du procédé DED, l'un des 7 procédés de fabrication additive donc définis par la STM et l'Organisation internationale de normalisation. Donc pour ce procédé DED, notre intervenant sera Alain Touffine, le dirigeant de la société Optalm à Grenade-sur-Garonne. Donc chacun d'entre eux vont vous présenter leurs principes de fonctionnement avec des exemples concrets pour mieux vous projeter par rapport à vos éventuels besoins. Alors n'hésitez pas à poser les questions. Avant de leur laisser la parole, deux mots sur le mode opératoire. Il va y avoir 20 minutes de présentation chacun. Les micros sont fermés. Vous avez sur le menu, la barre de menu de côté droit, un point d'interrogation. C'est celui-là qu'il faut utiliser pour écrire vos questions, que je lirai à l'issue des deux présentations. On laisse passer les deux présentations et je ferai dans le dernier quart d'heure la lecture des questions et les intervenants y répondront. Donc voilà, j'ai suffisamment parlé. Je laisse la parole à Pierre Farge du CRIT TJFU, le temps de basculer sur la présentation de Guillaume. Et je vous souhaite une bonne conférence. Pierre, c'est à toi. Bonjour, merci Guillaume. Bonjour, donc, je m'appelle Pierre Fage, je suis donc représentant commercial du CRIT TJFU pour le sud-ouest de la France et pour l'ensemble des activités ASD, donc aéronautique spatiale défense. J'ai fait adhérer le CRIT TJFU il y a 3 ans au pôle Aerospace Valley. Alors le CRIT TJFU, c'est un centre régional technique qui a un statut de centre technique privé basé à Bar-le-Duc dans l'est de la France et qui a, je dirais, 3 activités principales. Donc de tout ce qui est traitement surface par azote supercritique, traitement d'eau, traitement de surface par eau ultra haute pression
et une activité de fonctionnalisation de surface par cold spray de laquelle Guillaume Mézot va vous parler. Donc après, moi, je suis basé à Bordeaux, dans le sud-ouest, et je reste à votre disposition pour répondre à toute demande concernant les applications sur le cold spray liées au CRIT et JFU. Voilà. Guillaume, je te passe la main. Guillaume, on ne t'entend pas, il faut activer le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Mézot. Je travaille au sein d'ICAR CM2T qui collabore avec le CRIT TJFU au sein de la plateforme Surfo 3M basée à Bar-le-Duc. Donc, on travaille dans le cold spray depuis 2003. Donc, c'est une technologie effectivement de projection à froid, c'est-à-dire sans fusion du métal d'apport. Et cette technologie va permettre de réaliser 3 types d'opérations. D'une part, des opérations de fonctionnalisation des surfaces, c'est-à-dire conférer à des surfaces métalliques ou non métalliques des fonctions de conduction électrique, d'anti-corrosion, d'anti-usure, des propriétés magnétiques, par exemple. Deuxièmement, la technique va permettre de réaliser des opérations de réparation à froid, réparation cosmétique ou fonctionnelle, c'est-à-dire avec des propriétés proches de celles du métal de base. Et enfin, c'est plus récent, ça date de quelques années maintenant, des opérations de fabrication additive. Alors, en quoi consiste la projection dynamique à froid? C'est une technologie qui a été développée par des chercheurs russes à la fin des années 80. Alors, en fait, on va accélérer au moyen d'un gaz, qui est généralement un gaz neutre ou très peu réactif. C'est pas un gaz donc carburant. Des particules qu'on va injecter dans une veine gazeuse supersonique. Donc, le gaz va accélérer ces particules et ces particules vont impacter le substrat à revêtir. En impactant le substrat, elles vont pénétrer dans ce substrat, elles vont se déformer plastiquement et il va en résulter la formation d'un dépôt continu. Donc, contrairement aux autres techniques de projection thermique, pendant toute la phase de transport et de vol des particules, il n'y a pas fusion de celles-ci. Et on va voir que ça va être très intéressant parce que ça va permettre notamment de conserver un certain nombre de propriétés, contrairement à certaines autres technologies de projection. Alors, il y a une notion très importante en projection dynamique à froid, cold spray, c'est la notion de vitesse critique. Si les particules ne sont pas suffisamment véloces, ce qui va se passer, c'est que les particules vont soit rebondir sur le substrat, donc il n'y a pas de dépôt, soit, si celui-ci est fragile ou peu cohésif, elles vont éroder le substrat. Donc on va assister à une perte de masse. C'est notamment le cas quand on réalise sans précaution particulière des dépôts, par exemple, sur certains polymères, notamment sur des thermodures. Voilà. Donc, il va falloir qu'un maximum de particules dépasse cette vitesse critique pour qu'il puisse y avoir dépôt et dépôt dans des conditions technico-économiquement acceptables. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le maximum de la poudre que j'envoie se retrouve à former un dépôt et se retrouve pas par terre. Donc, ça va être possible en jouant sur des paramètres de projection, notamment sur la température et la pression du gaz que je vais utiliser pour accélérer mes particules. Je ne vais pas chercher non plus à faire de la survitesse parce que vous voyez ici dans la partie droite de la figure, si je fais de la survitesse, je vais me retrouver à nouveau il y a un phénomène érosif qui va apparaître et je vais avoir une compétition entre le dépôt et le phénomène d'érosion avec de plus en plus d'érosion. Donc, ce n'est pas intéressant ni techniquement ni économiquement. Alors, quels sont les avantages de cette technologie par rapport à d'autres technologies de revêtement de surface, voire même de fabrication additive?
Tout d'abord, un faible échauffement, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de flamme et qu'on ne fond pas le métal d'apport, l'apport calorifique est relativement faible. Donc, on va pouvoir réaliser des dépôts sur des matériaux thermosensibles. On entend par là des matériaux soit qui ont été traités thermiquement, comme certains alliages d'aluminium, par exemple, et sur lesquels on ne veut pas procéder à un échauffement trop important parce qu'on va perdre en propriétés mécaniques, mais ça peut être aussi des substrats type polymère ou composite qui voient leurs propriétés modifiées si on les élève trop en température. On va pouvoir obtenir en cold spray, on a un jet relativement focalisé, donc on va pouvoir faire des dépôts localisés, donc ça veut dire qu'on va pouvoir, dans un certain nombre de cas, pouvoir se passer d'épargne. Et puis, large gamme d'épaisseurs de revêtement accessibles. Alors, en cold spray, on ne va pas faire des couches minces. Hein. Parfois, on les consulte, on nous demande est-ce que je peux remplacer un flash d'or par un dépôt cold spray d'or. Là, ça va pas être possible. On va quand même, la limite basse, ça va être quelques dizaines de microns. Par contre, on va pouvoir réaliser des dépôts épais de plusieurs millimètres d'épaisseur, voire dizaines de millimètres d'épaisseur. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le cold spray en réparation fonctionnelle et également en fabrication additive. On n'a également pas de fusion, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est très important parce que, avec par exemple les autres techniques de projection, à partir du moment où on fond, en fait, il va y avoir des réactions des particules en vol vis-à-vis de l'environnement immédiat, l'atmosphère. Et donc, il y a des risques d'oxydation des matériaux. Il y a aussi des risques, si vous fondez, de modification de la structure des matériaux. Par exemple, si je projette des nanomatériaux ou si je projette, par exemple, des diamants, il y a une forte probabilité pour que les matériaux ne conservent pas leurs propriétés nano ou que le diamant change de forme allotropique. Et également, l'absence de passage à l'état liquide va permettre d'éviter l'oxydation. On a, notamment dans le domaine aéronautique, on peut être amené à utiliser des matériaux très avides d'oxygène, comme le titane, l'aluminium. Eh bien, l'absence de fusion fait que la réaction des particules en vol avec le milieu environnant va être très limitée, notamment, donc les reprises en oxygène vont être très limitées. Les rendements de projection peuvent être très importants. Alors, ce n'est pas le cas avec tous les matériaux, mais avec un certain nombre de matériaux comme le cuivre, le titane, certaines bases nickel, le zirconium, les inox, etc., on peut avoir des rendements supérieurs à 80, même supérieurs à 90%. Donc ça, c'est important parce qu'il en va de la compétitivité en fait de la technologie. Et puis, on obtient généralement, alors notamment avec l'arrivée des nouvelles installations haute pression, haute température, des dépôts très denses par rapport à toutes les techniques, notamment de projection thermique. C'est une des technologies qui donne le niveau de densité le plus élevé. Alors, revenons-en un petit peu au procédé. Donc, de quoi est constituée une installation cold spray? Il faut tout d'abord une source de gaz pressurisé. Donc, généralement, on va partir pour des raisons économiques d'azote liquide qu'on va amener à une certaine pression. Cet azote va transiter dans une armoire de commande munie notamment de débitmètres massifs qui vont permettre de régler à la fois la température et la pression du gaz. Donc le gaz, on va le chauffer. Alors, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on parle de cold spray. Alors quand on parle de cold spray, on entend par là absence de fusion. Néanmoins, on va chauffer le gaz de projection. Pourquoi? Ben, tout simplement pour permettre d'augmenter la vitesse du gaz et donc celle des particules qu'on va injecter dedans, et d'autre part pour quand même chauffer les particules pour faciliter leur forgeabilité. D'accord? Parce que je rappelle que le principe, c'est que les particules qui vont être projetées vont s'écraser, donc il faut qu'elles puissent se déformer plastiquement. Donc on va chauffer le gaz et on va l'amener ici dans une chambre de mélange. En parallèle, on va utiliser une petite quantité de gaz pour pousser la poudre qui est stockée dans un réservoir qu'on appelle un distributeur de poudre, ici. La poudre est protégée sous gaz, ici. Et puis, on va, à un moment, amener la poudre et le gaz à se rencontrer en amont, ici, de cette zone qui est très importante, qui est la buse de projection, qui a un profil, ici, vous voyez, particulier. Donc, à un moment donné, gaz et poudre, se rencontrent et
la poudre va être accélérée par le flux gazeux. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, on voit que cette buse ici a un profil particulier. Alors ici, il y a la zone, ce qu'on appelle le convergent, en amont du col sonique. Le col sonique, c'est ce rétrain que l'on voit ici. Eh bien, la pression augmente, puisqu'on a un rétrain. La température du gaz augmente et la vitesse, par contre, diminue. Et puis, en aval, ici, eh bien, on a une détente du fait de cette géométrie particulière. La pression va chuter, ainsi que la température. Et par contre, la vitesse du gaz, et donc, par conséquent, celle des particules, va être progressivement accélérée dans toute cette zone et même au-delà de la sortie de la buse. Alors, si on regarde un petit peu maintenant le spectre de ce qu'on peut faire avec cette technologie, alors en termes des matériaux projetables, je dirais que le plus simple, ça va être les métaux, pratiquement tous les métaux. Donc, ça peut être du cuivre, du zirconium, du titane, du tantal, de l'argent. Les alliages de ces métaux, d'accord, donc des aciers inoxydables, des bases nickel divers et variés, mais également des composites. Alors, ça peut être, par exemple, alors généralement une matrice métallique avec une charge de renfort qui peut être un carbure, un nitrure, un oxyde, etc., ou d'autres matériaux. Ça peut, par exemple, être des nanotubes, ça peut être des particules diamantées, etc. On peut également faire des composites métal-métal, métal-céramique, etc. Et puis, on va également pouvoir réaliser des dépôts avec certains polymères, notamment des thermoplastiques. Alors, la technologie cold spray nécessite généralement, alors pas dans tous les cas, une préparation de surface. Alors, on peut recourir à des techniques relativement classiques comme le sablage, le grenaillage, mais également des techniques un peu plus complexes comme l'azote supercritique, ce qu'on fait avec nos partenaires de Bar-le-Duc, et également des texturations laser, par exemple. Voilà. Au niveau de l'ajustement du procédé, on va pouvoir jouer, donc c'est toujours dans le but d'augmenter et d'optimiser la vitesse des particules sur la nature du gaz, sa pression, sa température, la géométrie des buses et la morphologie, la taille des poudres. Sur quoi on va pouvoir déposer? Eh bien, sur la plupart des substrats métalliques, généralement ça pose aucun problème, et puis également sur des matériaux non métalliques comme des céramiques. Alors ça peut être des pierres naturelles, des céramiques techniques, et également des verres et des polymères et composites. Alors ici, je vous montre un petit peu un ensemble d'installations telles qu'elles sont disponibles sur la plateforme Surfo 3M. Ici, vous avez un cold spray haute pression qui permet de travailler à 800 degrés et 40 bars sous azote et hélium, l'hélium permettant d'augmenter assez considérablement les vitesses des particules. Cette installation a été remplacée, ça fait à peu près 7-8 mois, par une installation, alors il y a eu un changement de robot, et d'autre part, on a mis en place un nouveau cold spray capable de travailler à 1100 degrés et 60 bars et qui dispose de 2 distributeurs de poudre ici. Donc les 2 distributeurs nous permettent notamment de faire des couches à gradient de composition chimique, c'est-à-dire de faire évoluer sur l'épaisseur du dépôt continuellement en fait la chimie du revêtement. Et ici, vous avez un cold spray basse pression qui va permettre une utilisation soit robotisée, soit manuelle et qui permet par exemple de réaliser des opérations de réparation sur par exemple des pièces de fonderie en alliage d'aluminium. Alors, je vais présenter ici des exemples d'applications industrielles qui sont publiées. Donc là, on est en fonctionnalisation de surface. Alors, je vous présente tout d'abord une application qui a été brevetée, développée par la société OBZ, une société allemande. En fait, il s'agit de réaliser un dépôt avec des caractéristiques magnétiques au dos d'un ustensile de cuisine. L'ustensile est généralement en alliage d'aluminium pour la cuisson sur plaque à induction. L'aluminium généralement ne couple pas
Et donc, il faut adjoindre au dos de l'ustensile, en fait, un dépôt en inox magnétique. Donc, c'est un inox ferritique. Et ce dépôt est réalisé par Coldspray en substitution, en fait, à la réalisation d'un fond brasé. Vous avez une deuxième application développée par cette société qui consiste en fait à réaliser un dépôt très conducteur, en l'occurrence de cuivre, au dos d'un dissipateur thermique en alliage d'aluminium pour des applications informatiques. Donc là, en fait, on va déposer sur ce dissipateur une fine couche de cuivre et en fait, on va braser une plaque en cuivre découpée dans une tôle sur ce dissipateur. Alors, vous allez dire, mais pourquoi ne pas directement déposer toute l'épaisseur en cuivre? Eh bien, en fait, c'est pour des raisons purement économiques. Autre type d'application, de fonctionnalisation. Donc, en 2018, nous avons été lauréats d'un projet Clean Sky visant à développer une alternative aux technologies de lutte anti-foudre par dépôt par mise en œuvre de mèches en fait sur des pièces composites destinées à l'aéronautique. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de créer un dépôt conducteur sur un composite à matrice thermodure ou thermoplastique. Donc, ça, c'est une problématique qui existe depuis un certain nombre d'années, qui jusqu'alors ne trouvait pas réellement de solution. Et en fait, nous avons pu développer avec les partenaires du projet une solution applicable sur ces deux types de supports, donc thermodure, thermoplastique. En réparation, maintenant, l'utilisation du Coldspray. Donc, cette technologie permet effectivement, à l'instar du soudage, de réaliser des opérations de réparation. Donc, l'intérêt, là encore, c'est d'éviter les déformations des pièces puisqu'on a peu d'échauffement. L'avantage de la technologie, c'est aussi de pouvoir déposer des quantités importantes de métal par heure, hein. On peut aller jusqu'à 10 kilos. Et puis, on va avoir des propriétés au niveau des zones rechargées très intéressantes. Donc ici, c'est des exemples d'applications militaires ici. Donc, on va recharger ici cette table. C'est une pièce en alliage de magnésium. Et on va faire subir à cette pièce rechargée on va réusiner d'abord et on va faire subir un certain nombre de tests. Ici, réparation d'un carter de boîte de vitesse d'hélicoptère, ici, donc avant, après, vous voyez ici. Ici, alors on est à mi-chemin entre la fabrication additive et la réparation. Il s'agit de la société Safina qui répare et qui fabrique des cibles cylindriques PVD pour notamment le secteur verrier. Enfin, je vais parler de la fabrication additive par Coldspray. Donc, le principal intérêt du Coldspray pour ce type d'application, c'est la productivité et les propriétés mécaniques élevées. Alors, aujourd'hui, néanmoins, il y a un certain nombre de limitations. C'est une technologie qui n'est pas aussi mature que d'autres technologies de fabrication additive. On va se limiter essentiellement à des pièces de révolution de forme simple. Et puis, on ne fait pas du net shape en Coldspray aujourd'hui. Il va falloir envisager des opérations de reprise. Alors ici, je vous montre quelques applications. Ici, une application, il s'agit plutôt de démonstrateurs. Il s'agit de parois verticales. C'est vrai qu'on est de plus en plus consulté pour réaliser des opérations de ce type, obtenir des murs, hein, des parois étroites, parfois même rapprochées, comme ici. Donc, la technologie Coldspray permet de faire cela moyennant, je dirais, certaines astuces justement pour obtenir des parois régulières. Ici, vous avez les propriétés mécaniques d'un Inconel 718. Donc, brut de dépôt, vous voyez que on a un RM assez limité et assez peu d'allongement, puisque la technique donne des dépôts très écrouis. Ici, les propriétés d'un 718 obtenu par SLM, et ici, les propriétés du dépôt Coldspray après traitement thermique. Et vous voyez qu'après traitement thermique, eh bien,
on se rapproche, on est équivalent au métal obtenu de manière conventionnelle. Donc ici, je vous montre quelques équipements commercialisés aujourd'hui. Un premier ici qui est une installation de fabrication additive relativement compacte ici. Ici, une installation hybride qui couple à la fois un centre d'usinage et une installation de dépôt cold spray. Ici, vous pouvez voir des exemples de pièces obtenues par cold spray. Donc là, c'est une pièce de titane massive, donc en fait qui fait 7 kg. Le temps de projection, c'est 2h30. Et ici, vous avez la même pièce avec finie, avec ici on les voit, des taraudages par exemple. Ici, une pièce qui, brute de projection, fait 80 kg, obtenue après 8 heures de projection. Donc, vous voyez là, on est à 10 kg déposés par heure, réalisé soit en inox austenitique, soit en inox ferritique. Et ici, vous avez à droite la pièce finie. Voilà, donc vous pourrez approfondir en vous connectant sur un certain nombre de liens. Vous les verrez donc dans le document qui vous sera remis ultérieurement. Donc, ça vous permettra de vous faire une idée encore plus précise sur la technologie. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Donc, vous aurez également les noms des contacts sur ce même document. Je vous remercie et je passe la parole à Alain Toussine d'Optalm. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Alain Touchine de la société Optalm et donc je vais vous présenter la solution qui est le DED. DED pour Directed Energy, Energy Deposition. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que là, j'ai un petit message réseau. On t'entend. Bon, ok, pardon pour cette interruption momentanée, mais j'avais un petit doute. Oui, donc je vais vous parler de la projection de poudre avec l'énergie directe. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu moins consistant que ce qu'a montré Guillaume, par le fait que la technologie ne soit pas très répandue encore d'un point de vue industriel. Et ce travail a été préparé par l'équipe d'Optalm et c'est moi qui est aujourd'hui devant vous pour faire cette présentation. Je vais aller assez vite compte tenu du temps. Donc, intro, procédé, description, les phénomènes physiques en présence, les caractéristiques des dépôts. Donc là, je vais vous montrer ce que nous avons obtenu, nous, avec certaines applications et certains travaux que nous avons menés en interne. Les matériaux, les différentes applications et puis une brève conclusion. Donc tout d'abord, Optalm, puisque nous participons à ce webinaire. Donc Optalm est une société qui s'est spécialisée dans le DED, créée en 2015 pour la fabrication de structures en impression 3D, de structures mécaniques. Et nous partons depuis le design, où nous travaillons avec certains clients en pro et ingénierie, jusqu'à la réalisation qui passe par de la faisabilité, du prototypage, de la pré-embauche. Donc, il s'agit de fabriquer des pièces entièrement en impression 3D, soit d'ajouter des formes ou des fonctions. Et une fois qu'on a dit ça, on a forcément en corollaire la réparation et la maintenance en conditions opérationnelles. Nous sommes localisés dans la région de Toulouse. Nous travaillons dans des secteurs de la défense, de l'aéronautique, du transport et de l'énergie. Nous mettons en œuvre une machine qui est une machine française, technologie BIM. Et puis là, sur cette image, vous pouvez voir un exemple de réalisation où il s'agit de déposer sur une structure qui est de très très faible épaisseur, 8/10 de titane, de reconstruire un support de sonde et de température. Ce projet est un projet régional Occitanie mené en coopération avec le CRIT Mécanique et Composite de Toulouse, avec la bénédiction d'ATR, puisque c'est eux qui ont été un peu spécificateurs de ce projet-là. Qu'est-ce que le DED? Bon, il y a pas mal de définitions qui existent.
il y a pas mal de définitions qui existent. Pardon, parce que là, je me suis perdu en faisant des manips sur mon écran. Voilà. Dans le procédé de dépôt par énergie directe, en fait, c'est de la fabrication additive, pardon, où il y a une énergie thermique qui est apportée à l'aide d'un rayon laser et pour faire fondre des matériaux au fur et à mesure qu'on va le déposer. Il y a deux technologies, on va dire, qui se confrontent dans ce qu'on appelle le DED. Bon, nous, Optam, on est dans le DED poudre et je vais vous parler du DED poudre. Bon, le DED poudre, c'est la poudre qui est transportée par un gaz porteur jusqu'à une buse de fusion. Dans cette buse de fusion, les poudres passent vulgairement devant un rayon laser et cela constitue notre benne de fusion qui va venir interagir avec le substrat pour construire couche après couche la pièce en réalisant localement une fusion. Donc la différence avec ce que a présenté Guillaume, c'est que nous avons atteint la fusion des métaux et nous réalisons vulgairement une soudure localement sur la zone. L'autre technologie qui est un peu plus développée et qui s'adresse à des pièces de plus grosse dimension, c'est la technologie du fil, où on va dire que grosso modo c'est la même chose, sauf que nous défilons un fil métallique devant une source qui peut être soit une source laser, soit une source de type arc électrique pour réaliser la pièce en fabrication additive. Les phénomènes physiques qui sont en présence dans le DED, donc le challenge c'est la tenue de la géométrie, la caractéristiques des matériaux qui sont mis en œuvre, puisque l'objectif est quand même d'avoir des pièces robustes et qu'on part quand même de loin, puisqu'au début on a un tas de poudre et que ce tas de poudre doit à la fois être bon géométriquement au final et à la fois être bon d'un point de vue métallurgie, d'un point de vue propriété mécanique. Donc il y a plusieurs les phénomènes en présence. Donc, il y a forcément la thermique qui est un point très important puisqu'on atteint les points de fusion du matériau. Donc on a des choses auxquelles il faut faire attention, qui sont les températures de fusion, les temps de refroidissement, et puis les phénomènes thermiques qui sont en jeu, c'est-à-dire convection, conduction et radiation. Donc, en fonction de la géométrie, de la massivité de la pièce, les choses ne se passent pas tout à fait la même chose et les paramétries ne sont pas tout à fait. Une fois qu'on a dit ça, thermique, donc forcément il y a le thermoélastique, donc ça veut dire les lois de comportement qui se mettent en route pendant la fabrication, donc on est dans du non-linéaire complet, dans tous les sens. Donc là aussi, il faut faire des approximations, il faut faire simplifier un petit peu le problème, de manière à ne pas avoir du non-linéaire à traiter dans tous les sens, ce qui, entre parenthèses, est quand même un enjeu et un challenge assez important pour les gens qui travaillent sur la simulation du procédé. Il y a de l'instationnaire dans tous les sens. Et puis, il y a la métallurgie, comme je disais, c'est-à-dire la composition du matériau une fois que la pièce a été réalisée, puisque le risque, c'est que pendant la construction, il y ait des composés chimiques, des alliages qui puissent être vaporisés et que l'on ne retrouve pas. Et ensuite, comme nous avons fondu la matière, nous avons tout réorganisé. Donc, le but est de retrouver des organisations de structures matériaux, microstructures matériaux, pardon, qui soient comparables à celles qui sont connues et qui rassurent tout le monde, et en premier lieu, les gens des bureaux d'études qui font les calculs de dimensions. Les paramètres du procédé, il y en a énormément. Mais bon, c'est comme tout, on est quand même des physiciens aussi, on travaille en production, mais on est quand même des physiciens, donc le but c'est de simplifier les choses dans un premier temps. Donc il y a les paramètres principaux sont la puissance que l'on amène avec le rayon laser, c'est-à-dire l'énergie que l'on met pour faire fondre la quantité de poudre que l'on met en œuvre, c'est-à-dire le débit de poudre, et ensuite la vitesse de déplacement de la buse. On est en fait un peu comme le soudeur qui déplace sa baguette à la main, et donc on a
on a le bain de fusion et la largeur de cordon qui sont tout à fait dépendantes, et la hauteur de cordon qui sont tout à fait dépendantes de ces principaux paramètres-là. Après, il y a aussi l'incrément en Z, qui est le système qui, couche après couche, va donner un incrément. Donc, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, les solutions sont des solutions machine-outil 5 axes ou 3 axes, un peu comme une fraiseuse. Il y a aussi des solutions qui émergent sur de la robotisation. Donc tout ça pour aller vers des phénomènes physiques, comme on en a déjà parlé, et d'une interaction de la matière avec l'énergie qui est apportée, avec comme challenge, il faut qu'on ait une bonne hauteur de couche, une bonne épaisseur, un état de surface pas trop mauvais, puisqu'en impression 3D, l'état de surface, c'est quand même une grosse question à chaque fois. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les phénomènes de métallurgie qui peuvent apparaître, les propriétés, la densité, et toutes les constantes physiques qui sont nécessaires aux ingénieurs pour faire les calculs de dimensionnement et de validation. Alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, les premiers paramètres principaux de la mise en œuvre du procédé, il faut se poser la question d'entrée de jeu, un peu comme font les gens en méthode classiquement dans des ateliers de production. Si j'ai pas la bonne vitesse, la bonne débit, la bonne puissance, j'aurai pas le bon matériau, j'aurai pas la bonne tenue, mais je peux aussi passer beaucoup de temps à construire la pièce et avoir des difficultés économiques pour être compétitif et challenging par rapport aux technologies qui sont couramment utilisées aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point important. Les critères vont influer fortement sur les coûts, les temps de fabrication et les finitions potentielles à réaliser. Les caractéristiques des dépôts, donc là, j'ai repris les informations qui sont en lien avec notre machine. Donc, les dépôts sont de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres jusqu'à 2,5 mm environ, donc avec des précisions qui sont pas trop mauvaises. On est comme de la fonderie, donc ça veut dire que nous on travaille à NIRNetCheck dans un premier temps, et que en fonction de la largeur le diamètre du spot et la largeur des dépôts, forcément la puissance mise en route va varier. Plus on est étroit et fin, moins on a de puissance, jusqu'au maximum que nous puissions mettre, c'est-à-dire à peu près 2 kW. Et donc, comme Guillaume l'a précisé pendant la présentation du cold spray, nous, suivant les systèmes qui sont mis en œuvre, et les matériaux et les géométries, on a des dépôts qui sont de l'ordre de 250 grammes à l'heure jusqu'à 1 kg, à peine un petit peu plus d'1 kg, à l'heure. Bon. Alors, là, je vous montre des informations qui sont issues de travaux réalisés chez Optime et qui ont été publiés. Donc là, il s'agit de ce qui se passe sur le titane. Alors là, l'objectif aussi, c'est de vous montrer que la technologie du DED poudre, ok, on n'a pas de super rendement, ok, on n'a pas des temps de construction très comme ça facialement, qui sont très très sexy, très très bons. Néanmoins, il y a le challenge qui est la microstructure qui est obtenue. Donc sur le titane, là vous voyez différentes vues d'observation microstructurale, où on peut voir que sur la partie basse, donc qui est le substrat, on réalise une construction. Alors, c'est une coupe, hein, c'est pour ça qu'il y a quelques grains de matière qui peuvent être suspendus, mais en réalité, ils ne sont pas complètement. Donc, on voit que nous avons une zone affectée thermiquement qui, localement, est assez faible, puisque nous, contrairement à ce que présentait Guillaume, on a vraiment une fusion et une cohésion et un mélange plutôt intime entre le support de construction et la partie DED qui est apportée. Et en fonction de ce que souhaite faire, en fonction de l'utilisation de la pièce et de son environnement mécanique ou thermique, eh bien, il peut être utile de réaliser des traitements thermiques après construction en fabrication additive, soit de la relaxation,
ou soit de la compression hydrostatique à chaud. Alors il s'avère que dans certains cas, c'est pas forcément très utile, parce que nous, ce qu'on a pu constater sur différents métaux, c'est qu'on n'a pas de pore. Donc on a une très très bonne densité. Alors quand je dis qu'on n'a pas de pore, c'est on est à 0,00 quelques pourcents. Autrement dit, rien. Lorsqu'on fait des analyses à l'aide du microscope électronique, PSD, on peut se rendre compte qu'on a une croissance de grains aussi qui va varier en fonction de la chaleur. Et donc ça, ce sont des phénomènes métallurgiques qui sont connus dans le domaine du DED et qui du coup sont assez rassurants. En termes de propriétés mécaniques, forcément, on est un petit peu comme du composite, hein, puisqu'on dépose des cordons de matière dans un certain sens et d'une certaine manière. Donc on a une superposition vulgairement de cordons de soudure, et on comprend bien que si on tire dans le sens du cordon, ça va être plus robuste que si on travaille dans le sens longis, ça sera plus robuste que si on travaille dans le sens transverse. Bon, cela dit, cette anisotropie, suivant les matériaux et les paramètres choisis, peut être fortement réduite, et un traitement de relaxation peut attendrir tout le monde et revenir sur une quasi-isotropie du matériau. Donc là, vous avez quelques caractéristiques obtenues sur les travaux réalisés par Optam et qui sont comparés avec ce qui existe dans la littérature, donc on n'est pas très mauvais. Et par ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais nous avons des résultats en fatigue où nous avons 2 éprouvettes qui sont arrivées à plus de 4 millions de cycles sans avoir cassé à un peu plus de la moitié de la limite à rupture du titane. Donc aujourd'hui, on est tout à fait en termes de fatigue sur ce qui est connu dans la littérature et dans ce qui est couramment utilisé par les ingénieurs lorsqu'ils travaillent sur de l'alliage titane, sur des pièces dédiées à de la fatigue. Dans le domaine de l'inox, puisqu'on est nous sur des matériaux quand même qui sont soudables, pareil, c'est un travail qui a été publié au meeting Euro-Powder Metallurgy Association, qui a eu lieu en octobre cette année. Donc là, pareil, sur l'inox 316, on peut voir différentes microstructures. Donc, comme on est dans de la fusion, ce qui est rassurant, c'est de voir que les résultats obtenus et les observations réalisées sont tout à fait comparables et réconfortantes par rapport à ce qui est obtenu. Et là, sur l'image qui est complètement à droite, vous pouvez voir que dans la partie basse, c'est le substrat. Donc un mélange très très intime, et dans la partie haute, on voit le DE qui est construit. Et si vous regardez de beaucoup plus près, vous allez voir qu'il y a des trous noirs dans le substrat et qu'il n'y en a pas dans le DED. Donc, pas de point, forte densité, avec des propriétés mécaniques qui sont aussi tout à fait comparables et d'ordre de grandeur comparable avec ce qui est connu pour ce type de matériaux. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a fait un traitement thermique à l'issue de la fabrication, on attendrit un petit peu tout le monde et on remet une quasi-isotropie dans le matériau, qui sont dans ce que les ingénieurs utilisent en termes de coefficient de sécurité. Donc voilà. L'avantage de la technologie d'impression 3D par rapport aux autres technos d'impression 3D, alors je parle essentiellement du SLM, du lit de poudre, c'est qu'on peut travailler sur du multimatériau et faire varier le matériau pendant la construction, ou alors de travailler avec un matériau 1 sur un matériau 2. Donc l'ajout de différents matériaux. Ça, c'est un exemple que nous avons réalisé où nous avons fait varier sur un mur du matériau étant tout d'abord de l'inox jusqu'à de l'Inconel 718 et par couches successives. Donc on peut voir que sur l'image de la tomographie, on arrive, alors il faut forcer un peu, mais on voit quand même des petites nuances qui montrent la jonction entre les différentes zones de gradient métallurgique. Bon, pareil, pas de pore, et un zoom sur l'interface entre la deuxième et la troisième couche montre aussi que la microstructure et la cohésion, la jonction entre ces multimatériaux se passe plutôt très bien.
Alain, il va falloir juste accélérer un tout petit peu si on veut laisser un peu de temps pour les questions. Voilà. J'accélère. Les limites, l'avantage du procédé, donc je vous laisse regarder. On peut avoir des problèmes de fissuration, mais ça, c'est les paramétriques qui le règlent. Les tailles de machine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur des pièces de très grande dimension, des solutions robotisées sont quand même de bonnes solutions. L'encombrement des bus est aujourd'hui un point critique dans certaines applications. C'est pour ça que le cold spray reste un concurrent très, très sérieux pour s'il s'agit de venir recharger des portées, par exemple, où nous, notre bus est assez volumineuse. On peut travailler, comme je vous disais, sur des pièces de grande dimension en 5 axes et on peut se reconfigurer très, très vite dans des applications mix process et réparation. J'accélère. Sur les matériaux utilisables, tout ce qui se soude, grosso modo, ça fonctionne. Donc là, il y a une petite liste, bon, c'est pas Prévert, mais voilà. Donc des inox, les alliages titane. Bon, nous avons beaucoup travaillé sur le TA6V, pas sur le TI 6242, bien qu'aujourd'hui, il y ait des qualifs aéro sur ce matériau. Tout ce qui est alliage base nickel, ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. Base cobalt, ça existe aussi. Nous n'avons pas encore utilisé chez nous. L'aluminium, par contre, aujourd'hui, c'est pas la panacée. Les problèmes de réflexion font que c'est compliqué. Il y a des oxydes qui se créent, qu'on a du mal à casser. Bon, voilà, il y a des choses à gratter encore d'un point de vue R&D sur ces sujets-là. Par contre, le Cupro Alu, ça a l'air de marcher pas trop mal. On peut travailler sur des matériaux qui n'existent pas aujourd'hui, donc des fortes entropies, matériaux haute entropie. Donc on peut, à l'aide on va dire, d'algorithmes, et pas d'intelligence artificielle, mais d'algorithmes, on peut aller choisir des composés pertinents par rapport à des contraintes et des environnements pièces pour atteindre des fonctions particulières. Et donc, tous ces matériaux qui sont à forte entropie, les céramiques ou des verres métalliques peuvent être mis en œuvre. Le multimatériau, je vous en ai parlé. Et donc, du coup, si on reste purement dans le domaine de l'impression 3D avec fusion de la matière première, hormis le fil, on a quand même un large choix de matériaux avec la technologie de la projection. Quelques applications. Donc là, je vous montre ce qui est fait chez nous. Voilà, tout simplement. Hein, on va pas aller dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc sur l'ajout de forme et de fonction, puisque la technologie permet de faire de l'ajout de forme et de fonction, on peut travailler sur des alternatives à de la fonderie. On peut travailler sur des solutions qui sont complémentaires à la fonderie pour faire de la customisation de produits, en ajoutant un certain nombre d'interfaces, en apportant localement des renforts. On simplifie les assemblages en passant de plusieurs pièces qui composent de plusieurs sous-ensembles qui composent une pièce, une seule pièce faite d'un seul coup et d'un seul tenant. Donc ça veut dire qu'on est en forte capacité de réduire les cycles de production et de limiter énormément tous les contrôles qui sont en lien avec ce système-là. Puis le dernier champ d'application, comme disait Guillaume, c'est le domaine de la réparation et de la maintenance en conditions opérationnelles, où là, nous montrons l'exemple de ce que nous avons réalisé sur une tubulure en titane de 8 dixièmes d'épaisseur. Nous avons reconstruit un support de sonde de température, donc ça marche bien, avec une ZAD qui est relativement faible, avec le challenge qui n'était pas de faire de la découpe laser en important le bain de fusion à haute température. Et puis, vous pouvez voir aussi au travers des différentes vues microtomographie que nous avons une densité de matière qui est assez incroyable. Pas de pores, y compris à l'interface sur l'image qui est en bas à gauche. Conclusion rapide, la technologie permet de travailler sur des grandes pièces, sur des pièces de grande dimension, de s'hybrider avec tous les autres modes de fabrication. On peut fonctionnaliser les pièces, supprimer des aspects de soudure pour simplifier les assemblages, pour raccourcir fortement les cycles de production, d'accroître les durées de vie. Tout ça avec de bonnes propriétés mécaniques, une très bonne densité, des duretés très élevées. D'ailleurs, plus souvent, nous avons des duretés plus élevées que dans les substrats
les substrats de construction. Toutefois, il y a quand même un défi, c'est de bien gérer justement cette interface, un peu comme disait Guillaume sur le Conspray. C'est bon, nous, on n'enlève pas la matière, mais le risque, c'est qu'on la dégrade en chauffant trop fort, en fondant de manière trop importante. Et donc, du coup, dans l'ajout de forme et de fonction, le challenge, c'est d'avoir une très bonne jonction, une très bonne interface. Voilà, donc là, ma petite conclusion, c'est en fait, selon vos applications, selon les environnements, vous pouvez adopter le DED ou choisir d'autres technologies. Mais c'est vraiment très, très dépendant de ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Alain, merci Guillaume pour vos présentations bien techniques et je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Alors j'ai des questions. On va démarrer tout de suite. Alors, on va démarrer avec Guillaume. La première question concerne. Attends, je les reprends. Voilà. Êtes-vous en mesure de déposer des particules métalliques, cuivre, zinc, sur des substrats polymères en cold spray? Pour des dépôts, j'ai pas entendu le dépôt. Cuivre, zinc. Ouais, particules métalliques, cuivre, zinc, sur des substrats polymères. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons développé une technologie, notamment. Alors, on va utiliser différentes stratégies, on va dire, pour assurer le succès de l'opération. Ça va dépendre de la nature, j'en parlais tout à l'heure. S'agit-il d'un thermoplastique ou d'un thermodurcissable? Donc, on a à notre disposition différentes approches qui permettent de résoudre la difficulté que j'ai évoquée tout à l'heure de la potentielle érosion du substrat. Mais aujourd'hui, notamment dans le cadre du projet Clean Sky, hein, le projet Clean Sky avait pour objectif de faire de l'antifoudre, mais également d'éprouver et de développer des solutions de métallisation de substrats de différentes natures. Donc, on a screené un certain nombre de substrats et on a adapté et développé les solutions pour être en mesure de métalliser différentes natures de substrats polymères purs ou composites. Voilà. Ok, encore une autre question. Quelles sont les difficultés d'utilisation de poudre céramique en cold spray? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le cold spray procède par déformation plastique, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer qu'en fait, la particule, on va l'accélérer et ce qu'on souhaite d'elle, en fait, c'est qu'elle se déforme plastiquement, hein, c'est-à-dire la particule va changer de forme. Il faut imaginer, généralement, on va projeter des poudres qui sont souvent sphériques, hein, pour les métaux, et au final, une fois que la poudre a impacté le substrat, c'est une galette, c'est une crêpe, hein. Donc, vous imaginez bien que dans le cas d'une céramique, ça va être compliqué puisque le matériau va avoir un comportement fragile. Donc, sous l'impact, il va soit pénétrer dans le substrat et vous allez pouvoir créer simplement une monocouche. Il n'y aura pas de liaison avec les particules, les nouvelles particules qui vont arriver, soit les particules de céramique vont se fracturer. Donc, déposer une poudre 100% céramique, c'est pas possible, ou alors c'était réalisé quelquefois dans des conditions pas toujours reproductibles. Par contre, si vous incorporez dans votre céramique une fraction de liant métallique, une face capable de se déformer plastiquement, à ce moment-là, le dépôt va être possible. Je prends un exemple, on dépose des carbures donc de tungstène avec 10% de liant nickel, chrome ou cobalt, et là, on sait déposer ça. Alors, ça nécessite des structures de poudre un petit peu particulières, hein, des poudres nanostructurées, mais on arrive à le faire. Mais une céramique pure 100% céramique, c'est compliqué. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités sur lesquelles on travaille aussi. J'en dis deux mots. C'est on hybride des procédés. Par exemple, on va déposer de l'aluminium par cold spray et derrière, on va transformer cette couche d'aluminium par un procédé qu'on appelle le MAO, Metal Arc Oxidation, qui est un peu comparable à de l'anodisation. Et l'aluminium va se transformer en alumine. Et à ce moment-là, on forme une céramique. On peut faire ça aussi avec le zirconium, par exemple. D'accord.
Autre question encore pour toi. Pour apprécier le potentiel d'application industrielle du cold spray en réparation d'outillage ou fabrication additive de grosses pièces, peut-on connaître l'ordre de grandeur du coût ajouté par l'opération de cold spray en euros par kilo ou euros par décimètre cube sur une installation industrielle de grande dimension? Alors, je dirais que sur ce point-là, on n'a pas énormément de données, hein, parce que je rappelle que la fabrication additive cold spray, elle est très récente. Alors, le coût, hein, sur les structures de coût, ce qui va peser beaucoup, c'est le coût de la poudre. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de répondre, parce que si je projette par exemple du titane qui va être à au moins 100 € le kilo, ou de l'inox ou du cuivre, par exemple le cuivre, on peut être entre 30 et 50 € le kilo, ça peut beaucoup varier. Donc là c'est un peu délicat je dirais de répondre, et surtout sur de la pièce de grande dimension où c'est encore, il y a quelques exemples mais qui sont assez anecdotiques, quoi. Donc faudrait là s'attacher. On connaît les grands postes, si vous voulez, mais ça va dépendre des débits de gaz, ça va dépendre bon, à la limite, à partir d'un exemple, on serait en mesure de répondre, mais Bien sûr. il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, quoi. Emmanuel, Pierre Farge, ce qu'on peut indiquer là-dessus, c'est que en fait, ce sont quand même des installations qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, et que effectivement, le débit d'azote, si on utilise de l'azote comme support de gaz, ça a quand même aussi, l'azote n'a pas ça dépend du support du gaz utilisé, qui peut rentrer effectivement de manière importante dans le coût en fait d'utilisation du cold spray. Donc ça, après, c'est vraiment du cas par cas. Et ça dépend vraiment d'application par application. Donc, hormis de dire que c'est des installations qui coûtent 400, 500, 600 000 € pour donner des ordres d'idée, en tous les cas, sur le montage de l'équipement tel que Guillaume l'a décrit sur l'installation qu'il a, en fait, c'est difficile, effectivement, c'est vraiment du cas par cas. Okay. Voilà, pour donner un ordre d'idée, par exemple, sur le gaz, hein, sur les gaz, on va débiter à peu près, si on parle de l'azote, à peu près quelque chose de l'ordre de entre 80 et 110 mètres cubes par heure. Donc, si vous êtes en azote liquide, vous allez avoir un prix peut-être de l'ordre de 20-30 centimes du mètre cube. Si vous êtes en gaz, azote cadre, vous multipliez ça par 7 ou 8 ou 9. Voilà. Donc, du coup, si vous faites de la production, etc., vous avez intérêt à être en azote liquide, par exemple. Bon. Ok, alors j'ai encore pas mal de questions, on va essayer de les passer vite fait, il reste 2 minutes. Ça c'est pour Alain, je pense. Dans le 316L, la ferrite delta interdendritique a été vue en DRX, ou s'agit-il d'une ségrégation plutôt chimique? C'est très... Là, c'est ultra technique, je ne suis pas métallo dans l'âme. Bon, on t'enverra la question. Voilà, je prends la question par écrit, je réponds par écrit si vous voulez bien. Ok, d'accord. Une autre question côté... Alors, c'est un peu pour vous deux. Pour le cold spray, avez-vous des exemples d'application de dépose de polymères sur des substrats polymères? Et pour le DED, est-ce applicable aux polymères? Moi, je réponds vite, non. Non, parce qu'on a des températures de fusion qui sont très importantes et on va tout pulvériser avant d'avoir atteint le support de construction. Ok. Et côté cold spray, polymère sur substrat polymère. Sur le cold spray, on a déjà réalisé des dépôts de pics, hein, sur des polymères. Une des difficultés de dépôt de polymères avec le cold spray, c'est qu'en fait, les polymères voient, en fonction de la température, leurs propriétés, on va dire rhéologiques, varier de manière très sensible. Et je rappelle que le cold spray, c'est un procédé relativement rapide, hein. Donc, le temps de séjour des particules dans la zone chaude est relativement limité, et on peut rencontrer des difficultés à obtenir une fusion totale des matériaux polymères par le procédé cold spray. Donc, en fait, ce qu'on va rencontrer parfois comme difficulté, c'est que la poudre va être incomplètement fondue. On va avoir une gangue extérieure qui va être fondue, et puis le cœur
qui peut rester non fondu, et ça peut donner, alors dans le cas du pic notamment, des dépôts qui restent, qui peuvent être en partie poreux. Donc il y a actuellement un certain nombre de développements qui visent à réduire, enfin à augmenter le temps de séjour des poudres polymères dans les buses, dans la zone ou en amont de la buse, pour parfaire, on va dire, la fusion des particules. Mais là encore, vous voyez, du coup, dans ce cas, on passe dans un état pâteux, et du coup, on s'éloigne un peu de la définition initiale du cold spray, qui est de rester à l'état solide. Et après, on rencontre d'autres problèmes, c'est que dans un certain nombre de cas, on peut avoir des bouchages de buse, parce qu'à partir du moment où le matériau d'apport est à l'état liquide ou pâteux, eh bien, il va être beaucoup plus réactif et collant vis-à-vis des matériaux constitutifs en fait de la paroi de la buse de projection. Donc c'est pas très simple. On y arrive, mais c'est pas très simple. Ok. Il y a du travail, après, il y a du travail de R&D, de mise au point, de puissance, d'énergie, etc. qui sont nécessaires. C'est pareil dans le DED. Moi, j'ai dit brutalement non, mais on peut dire que c'est aujourd'hui quasiment non. Est-ce qu'il existe des machines mobiles pour le cold spray pour des traitements ou seulement des installations fixes pour du traitement chez le client? Alors, j'ai montré tout à l'heure, nous, on dispose d'une machine qui est portative. On en a eu besoin dans le cadre du projet Clean Sky, hein. Donc, effectivement, qui permet de réaliser des opérations en atelier ou sur site. Donc, qui ont besoin d'une source gazeuse avec un niveau de pression type réseau, hein, donc 8-9 bars, et qui vont permettre de travailler jusqu'à une température de gaz, hein, je dis bien, de 500-600 degrés. Donc, ça va permettre d'aller dans l'atelier, de faire une réparation locale, etc. Alors, très souvent, par contre, ces installations vont être limitées au dépôt de matériaux comme des alus, des cuivreux, etc. Parce que le dépôt, par exemple, de base nickel ou de matériaux de ce type-là nécessite des vitesses importantes. Et pour avoir de la vitesse, il faut de la pression et de la température. Et ces machines portatives, généralement, sont limitées, je l'ai dit, à 8-10 bars et 600 degrés. Donc, ça veut dire que elles vont être insuffisantes pour déposer certains matériaux où on va se retrouver avec des dépôts qui vont être poreux. Donc, du coup, avec des propriétés qui seront pas optimales, quoi. D'accord. Alors, on a dépassé le temps de 3 minutes. J'ai juste une dernière question. On fera une réponse assez succincte. Pour l'exemple de fonctionnalisation du CFRP avec revêtement cuivre, quelle température de surface est-elle nécessaire? Quels autres matériaux peuvent être déposés sur un substrat composite avec matrice thermodurcissable? Alors, la température finale atteinte par le substrat, on la connaît pas précisément. Alors, je sais qu'il y a, dans le projet, on a des caractérisations mécaniques, hein, qui sont en cours pour voir dans quelle mesure le substrat est affecté. Donc, il y a des premiers résultats qui sont tombés qui indiquent qu'il n'y a pas d'impact sur le matériau. Donc, ce qui laisse à penser que la température atteinte est minimale. On doit instrumenter des boards, hein, enfin des plaques justement pour le faire. Après, donc avec le cuivre ou l'aluminium, puisque dans le cadre du projet Clean Sky, on a travaillé sur les deux, c'est pas problématique parce qu'on reste avec des températures de gaz relativement limitées de l'ordre de 400-500 degrés. D'accord? Donc, ce qui veut dire, ça c'est en amont du colsonique. Je rappelle tout à l'heure, je l'ai dit qu'en aval, il y a une détente, que la buse est située, on va dire, entre 40 et 100 mm de la surface. Donc, ce qui veut dire que les particules, quand elles sortent, et même le gaz, quand il sort, il n'est plus du tout à cette température-là. Il y a une chute assez drastique de la température. Donc ça, je dirais que c'est réglé. Alors, on pourrait avoir des problèmes avec, par exemple, si on cherche à déposer des matériaux qui nécessitent des températures de projection très, très importantes. Si je prends, par exemple, un Inco 718, si je voulais mettre ça sur un polymère de ce type-là,
sur un composite de ce type-là, eh bien, je serais obligé, ce matériau-là, si je veux un dépôt dense, de le tirer sans doute à 900 ou 1000 degrés. Et là, la température résultante à l'interface serait beaucoup plus importante. Donc, je risquerais de dénaturer mon substrat, qui perdrait ses propriétés, voire même de l'éroder fortement, parce que si je veux un dépôt complètement étanche, par exemple, il faut que je mette des paramètres, il faut que j'ai des vitesses très importantes. Donc ça, c'est pression, température. Voilà. Donc après, je dirais que sur un substrat de type tel que celui qu'on a défini, alors un thermodure avec un renfort de fibre de carbone, on peut déposer pas mal de matériaux dès lors que ces matériaux ne vont pas, je dirais, nécessiter une température de projection trop élevée. Voilà. Mais à partir du moment, par exemple, où je suis en mesure de déposer de l'aluminium ou du cuivre, alors je ne vais pas être forcément obligé, il ne va pas forcément être possible que je dépose directement l'autre matériau qui n'est ni du cuivre ni de l'aluminium. Dans ce cas-là, je pourrais avoir une stratégie qui consisterait à déposer une couche de cuivre ou d'aluminium et derrière venir déposer le matériau final que je souhaite déposer. D'accord? Alors, en faisant attention à qu'il n'y ait pas des problèmes de couplage galvanique ou des choses comme ça. Et voilà. On peut envisager du multicouche qui va me permettre de déposer le top coat que je souhaite déposer en finale. Voilà. Très bien. Mais écoutez, ce webinaire va prendre fin. Merci Alain, Guillaume et Pierre pour vos présentations. Et puis, nos participants n'hésiteront pas à vous contacter s'ils ont besoin d'informations complémentaires ou passer par le pôle. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Café Techno. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.